Si vous voulez bien, et puis ça fera arriver les prochains pour pas être trop en retard. Bienvenue, j'espère que tout le monde va bien en ce mois de décembre, que vous avez tous votre boisson chaude avec vous pour être à l'aise aujourd'hui. Merci de nous rejoindre. Vous êtes nombreuses et nombreux à revenir suite au précédent webinaire. Donc, c'est le troisième temps d'un cycle qu'on a organisé en 2022 sur les questions de soutien de l'approche systémique du changement par les organisations de la philanthropie. On a eu 2 éditions précédentes, une sur la sélection, une sur le financement. Et aujourd'hui, on va aborder une question peut-être un peu moins abordée, qui est celle de l'accompagnement, au-delà du soutien financier des organisations philanthropiques auprès des porteurs de projets individuels ou des dynamiques collectives qui visent cette idée d'atteindre peut-être un impact systémique. Donc, on va se questionner sur les besoins qu'ont les organisations par rapport à cette stratégie. Quels besoins en termes plutôt là d'accompagnement aujourd'hui? Pourquoi une organisation philanthropique peut les accompagner dans ce chemin-là? Et puis surtout, comment? Voilà. Je rappelle pour ceux qui viennent ici pour la première fois, déjà bienvenue. Et je rappelle que ce webinaire, il s'inscrit donc dans le cadre de l'initiative Racine, une initiative qui est coportée par différents acteurs qui se sont rassemblés pour essayer, à leur mesure, de faire évoluer leurs pratiques à eux, ainsi que celles du secteur, sur le financement du changement systémique dans l'écosystème, on va dire, de l'innovation sociale. Donc, vous avez dans cette initiative, je le rappelle, Ashoka qui coordonne l'initiative, la Fondation de France, la Fondation BNP Paribas, la Fondation Bettencourt-Schuller, le Fonds Entreprendre et Plus, l'ESSEC et Ticket for Change. Voilà. Je vais rappeler quelques mots sur l'état d'esprit qui est toujours le même, si on peut juste passer à cette super slide. C'est important pour nous de vous partager cette image pour vous dire que, comme les fois précédentes, on ne vient pas ici dans ce webinaire avec une stratégie ou des solutions toutes faites, parce que le sujet est encore très en devenir et donc tout le monde se pose des questions et le défriche. Donc on est vraiment dans une logique exploratoire autour de comment soutenir ces approches systémiques. Et donc en fait, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont des témoignages, une histoire de personnes et d'organisations qui ont accepté de faire un travail de formalisation et de conscientisation en fait de là où ils en sont pour nourrir la conversation. Donc on est vraiment dans cette logique-là. On va essayer de partager des choses qui ont été vécues. Parfois, ce sont des bonnes pratiques, parfois, ça n'a pas bien fonctionné. Donc c'est plutôt ça l'état d'esprit aujourd'hui. Et puis surtout, on vous partage ici une expérience, une façon de faire. Il y en a plein d'autres. Précédemment, sur le financement, la sélection, c'était déjà le cas. Là, sur l'accompagnement, encore davantage. Donc, vous êtes une pluralité d'acteurs avec des tailles, des missions, des façons de faire très différentes. Et donc, ce qu'on va essayer de faire après le temps de témoignage et de questions-réponses, c'est d'avoir un moment pour ceux qui le souhaitent puissent aussi partager en tant qu'organisation philanthropique ou porteur de projet leur façon d'accompagner ou d'avoir été accompagnés
par des organisations philanthropiques, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche bien, plutôt dans une logique effectivement de pouvoir accompagner des transformations systémiques toujours. Alors, comment ça va se passer très brièvement ce matin? Bon, vous connaissez maintenant le déroulé. On va se concentrer sur, un temps de témoignage d'acteurs que je vais vous présenter juste après. On aura un vrai temps de questions-réponses que vous pouvez démarrer, à tout moment dans le chat et puis si on a du temps et on l'espère, avoir quand même quelques résonances avec, vos organisations, vos préoccupations, la façon dont vous travaillez ce sujet de l'accompagnement, dans vos organisations. Je voudrais juste faire un mini focus, dans les 2 minutes suivantes sur ce que nous, on a mis derrière cette logique de changement systémique. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous avez déjà vu cette tentative de définition. Il n'y a pas de définition institutionnelle, il n'y a pas de définition, formelle que tout le monde utiliserait. Tout simplement parce que, ce changement systémique, il naît de beaucoup d'écoles de pensée, de recherche, anciennes et parfois plus nouvelles et donc voilà, donc on a cherché à recomposer ce qui nous semblait être le plus parlant par rapport à notre secteur de l'innovation sociale et donc ça, c'est une définition qui est proposée par Arthur Gauthier dans un article qu'il a, qu'il a rédigé, dans le cadre de l'initiative Racine et dont il dit que le changement systémique, c'est une rupture dans l'équilibre d'un système qui va en fait affecter soit la structure même du système, soit ses ressources, soit ses règles, soit ses relations, mais aussi peut-être ses valeurs et les modèles mentaux qui le fondent. Et si certaines ruptures peuvent être d'origine naturelle, elles sont souvent le résultat de nos interventions plus ou moins délibérées. Cette définition, elle est intéressante parce qu'elle montre là le changement systémique plutôt comme un but, comme quelque chose qu'on va atteindre. Or, il nous semble aussi que le changement systémique, c'est aussi le chemin, toute la démarche pour y arriver. Donc, c'est pour ça que parfois, vous allez nous entendre plutôt parler d'approche systémique du changement. Et donc, il donne l'exemple pour illustrer ça du dessin en dessous de l'abolition de l'esclavage en France. Et il explique dans cet article effectivement que ce changement systémique majeur, il a résulté de décennies d'un mouvement abolitionniste très composite qui a finalement été fait de révoltes de personnes sur le terrain, notamment d'esclaves, de contributions intellectuelles, de batailles législatives, et que c'est tous ces leviers d'action qui ont permis d'atteindre un changement systémique. Et donc tous ces leviers, mis bout à bout, effectivement, ont plutôt constitué un chemin, une approche. Et alors sur ce chemin, il y a peut-être des ingrédients, qui nous semblent, plus importants à retenir que d'autres et donc je voudrais en partager 4 ce matin. Les voici. Heu, les différentes dimensions, alors il y en a plein d'autres, mais les 4 que je partage ce matin sont celles-ci. C'est effectivement la notion de complexité, de reconnaître, d'embrasser, la complexité, de nos écosystèmes, de notre monde, en se disant que, la vision, prédictible, contrôlable, très linéaire qu'on peut avoir parfois et qui peut nous rassurer, doit coexister en tout cas, avec la reconnaissance du fait que nos systèmes sont, émergents, complexes, interconnectés et donc qu'il faut, prendre ça en compte quand on parle d'approche systémique. Ces approches-là, pour nous en tout cas, elles s'intéressent particulièrement à ce qu'on a appelé les causes racines. C'est-à-dire que, derrière un symptôme, il y a une cause de pourquoi ce symptôme, il existe et donc on va plutôt aller regarder effectivement le pourquoi, ce qu'il y a derrière, ce qui fait que le système dysfonctionne, plutôt que, de s'attaquer uniquement, encore une fois je dis bien uniquement parce que tout ça est très complémentaire, aux symptômes. Pour faire ça, il y a une logique d'impact indirect qui est assez forte, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on entend par impact indirect? C'est que, l'idée, c'est de pas forcément
puisqu'on s'attaque aux racines, on ne va pas forcément s'attaquer aux bénéficiaires finaux qu'on veut toucher. On va en fait s'attaquer à peut-être d'autres leviers qui sont plus hauts, qui sont derrière, qui sont plus loin, mais qui vont permettre in fine d'avoir un impact sur une cible donnée. On avait la dernière fois Florence Rizzo de Synlab qui était là, donc maintenant ça s'appelle École Huma, qui travaille in fine pour que l'expérience des enfants à l'école soit différente et pour atteindre une égalité des chances, qui va plutôt travailler à repenser l'expérience et la formation des profs et des cadres de l'enseignement public. Donc voilà, on voit bien cette logique indirecte pour aller toucher le bénéficiaire. Indirect, ça veut dire aussi ne pas forcément tout faire soi-même en tant qu'organisation quand on est une organisation, mais travailler de manière beaucoup plus écosystémique pour faire advenir une même vision avec d'autres acteurs en fait. Et donc du coup, la quatrième dimension qui est très corrélée, c'est nécessairement, si on veut faire ça, si on veut faire advenir une vision, on ne peut pas le faire seul. Parce que ce serait trop complexe de le faire seul. Et donc, il y a une logique de leadership ouvert, collaboratif, partagé, facile à dire, certainement moins facile à mettre en œuvre, qui va être nécessaire dans ces approches-là. Voilà, donc c'est pour partager très, très vite, dans les grandes lignes, ce dont on va parler aujourd'hui autour de l'accompagnement. Je vais présenter nos intervenants avant de leur laisser la parole. Donc aujourd'hui, pour parler d'accompagnement de la part d'organisations philanthropiques, on a un grand panel avec Charlotte et Aurélie qui représentent le programme Actis, qu'elles vont présenter là tout de suite après, qui travaille sur les personnes, sur la réinsertion des personnes sous main de justice. Donc elles vont vous présenter le projet, elles vont vous présenter la logique collaborative d'ailleurs qu'elles ont appliquée dès le départ à ce projet-là. Et on a également Jean-Baptiste Renard, qui est vice-président du Fonds Entreprendre et Plus, qui est une des organisations qui a décidé de soutenir Actis, et notamment de soutenir Actis pour les accompagner dans leurs intuitions systémiques. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous Cyril Tassard, qui a de multiples casquettes, entrepreneur, chercheur, accompagnateur, et qui, dans ce cadre-là, joue encore aujourd'hui le rôle d'accompagnateur d'Actis. Voilà, j'en ai fini de cette petite introduction. Je pense que si ça vous va, voilà, on va arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse voir nos intervenantes. Et je vais proposer à Aurélie et Charlotte, peut-être pour démarrer, et pour que vous connaissiez ce projet, alors peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, de nous présenter Actis. Qu'est-ce que c'est Actis? Parce que c'est un programme, un projet. Et puis surtout, dès le départ, comment vous avez pensé peut-être cette approche systémique? Peut-être on parle plutôt d'une intuition, ou voilà, comment vous l'avez conçue et comment elle ressort dans peut-être votre stratégie déjà, ou en tout cas dans votre manière de voir les choses. Et je vous laisse le micro. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, je suis Charlotte Camard, je suis coordinatrice du programme Actis au niveau de l'association Possible. Actis, c'est la rencontre des expertises de l'association Rhône-Alpia sur le sujet ESS et entrepreneuriat social, et de l'association Possible sur le secteur justice-prison. Le constat qu'on a fait ensemble, c'est que le système pénal et carcéral aujourd'hui est plus facteur d'exclusion que d'inclusion pour les personnes condamnées, les personnes placées sous main de justice. Et puis, on a décidé que c'était un état de fait qu'on n'acceptait pas. Donc, la mission qu'on s'est donnée ensemble, c'est de créer les conditions favorables pour que les porteurs de projets, aux côtés des institutions, agissent en faveur d'une meilleure inclusion des personnes placées sous main de justice. Très concrètement, ça signifie que depuis 2019, on a lancé le programme Actis, donc le programme d'origine, qui accompagne chaque année une petite promotion d'une dizaine de porteurs de projets du secteur justice-prison sur des sessions collectives, donc des séminaires thématiques,
Et puis sur un accompagnement individuel, donc un ensemble de ressources qu'on mobilise, soit côté Rhône-Alpia pour tout ce qui est entrepreneuriat social, soit côté possible pour tout ce qui est secteur justice-prison, donc du parrainage, du mentorat, selon les besoins des porteurs de projets. Donc on arrive aujourd'hui à la 4e promotion de ce programme qui est un petit peu le socle de notre action commune. Et puis on a développé ensemble d'autres outils aussi. Un autre programme d'accompagnement qui s'appelle le Prix 2D, où l'équipe Actis s'est mise en relation avec l'agence du TIGE et de l'insertion professionnelle, donc qui est une institution, un organe du ministère de la Justice, pour créer un autre programme d'accompagnement pour une plus petite promotion de 4 lauréats sur la thématique très spécifique de l'insertion professionnelle. Et puis un dernier outil qu'on a développé ensemble, en collaboration aussi avec le cabinet Kimso, qui est spécialiste de l'évaluation d'impact social. C'est un guide d'évaluation d'impact pour les projets du secteur justice-prison, qui s'est formé sur un temps long de 18 mois grâce à la formation d'un prix de merci, prix de dehors, merci Aurélie. Un guide du coup qui s'est formé grâce à un groupe pilote de 6 porteurs de projets qui ont suivi une formation action dispensée par Kimso et qui ont créé ensemble tous les indicateurs qui pouvaient leur être utiles dans leur démarche d'évaluation d'impact. Et puis, ça a donné en fait un guide qui est disponible. D'ailleurs, si vous allez sur les sites de Rhône-Alpia ou de Possible, il est juste là. On espère qu'on va pouvoir un petit peu capitaliser sur ce guide-là et puis avoir des retours des porteurs de projets du secteur. Voilà, un petit peu sur le tour d'horizon de ce qu'on fait aujourd'hui chez Actis. Donc, on était sur un programme d'origine très, très délimité. Et puis, au fur et à mesure, on a développé beaucoup plus d'outils puisqu'on a détecté pas mal de besoins. Voilà, je vais laisser Aurélie prendre la suite. Merci beaucoup Charlotte. Enchantée à toutes et tous. Du coup, je vais peut-être revenir sur la question de Sarah sur l'ambition ou l'intuition systémique d'Actis depuis le départ. Moi, je dirais que dès la création d'Actis, il y avait une ambition et en tout cas une philosophie d'action qui était imprégnée d'une envie de transformation systémique, même si elle n'était pas forcément formalisée et explicitée comme ça à ce stade. Je pense que ça peut s'illustrer de 2 façons. La première, c'est une envie partagée, qui s'inscrit dans la mission d'Actis, qui est vraiment de contribuer à impulser un système qui favorise l'inclusion des personnes placées sous main de justice. Et du coup, cette notion d'agir sur un système a toujours été un peu omniprésente, dans la tête, d'Actis et de l'équipe Actis. Et puis, qui s'illustre aussi par un postulat qui est que notre mode d'action chez Actis, part du postulat que pour prévenir la récidive et accompagner le retour à l'emploi des personnes placées sous main de justice, il faut pouvoir compter sur un réseau solide, d'acteurs et d'actions de la société civile aux côtés des institutions, et que c'est ce levier-là qui permettra de faire avancer la cause. Donc je pense que déjà dans la philosophie d'action d'Actis, ces notions-là préexistaient, même si évidemment on ne parlait pas forcément de pensée ou d'approche systémique il y a 3 ans. Et puis peut-être le deuxième élément qui me paraît important, vous l'avez vu quand Charlotte vous a présenté Actis, on est parti d'un programme d'accompagnement bien délimité et puis peu à peu ont éclos d'autres initiatives avec cette motivation de dire comment on peut continuer à agir sur le système. Et du coup, je pense qu'on a des intuitions d'ordre systémique qui se sont développées et qui sont affinées à mesure que l'offre d'Actis s'étoffait. Et donc, on commençait à travailler sur ce prix de dehors avec les institutions et la TIGIP, sur ce référentiel d'impact et qui nous ont permis petit à petit de se dire, en fait, on a envie de faire plus qu'un simple programme d'accompagnement. Peut-être pour illustrer, vous donner quelques idées de ces intuitions. Derrière Actis, il y a vraiment cette envie de créer une forme d'appel d'air pour multiplier, consolider les solutions d'insertion destinées au public justice via la sensibilisation, par exemple, de structures d'insertion qui aujourd'hui agissent pas forcément auprès de ces publics-là, via la sensibilisation de nouveaux financeurs, via la sensibilisation des réseaux de l'économie sociale et solidaire, et puis en s'appuyant à la fois sur notre appel à projet, mais aussi du coup maintenant sur d'autres outils, par exemple le guide et le référentiel d'impact. Donc ça, c'est une des premières intuitions qui est assez forte, qui est au cœur d'Actis. Il y a aussi cette idée de mieux connaître les besoins du secteur et d'affiner notre compréhension du secteur pour favoriser l'émergence de solutions qui répondent vraiment à des enjeux prioritaires du secteur
ce qui est pas toujours simple en fait d'avoir cette vision et d'être capable de dire, bah oui, tel projet, il peut faire bouger les lignes du secteur, et dans quelle mesure il peut les faire bouger de façon plus ou moins, importante. Donc ça, c'est voilà une 2e intuition qu'on a. 3e intuition, c'est aussi de contribuer à structurer un écosystème, qui soit fertile, au développement d'innovations, sociales, sur cette thématique, et donc de mettre aussi autour de la table les différents acteurs, de faire un travail d'acculturation, et finalement d'être une forme d'acteur de décloisonnement, et un tiers de confiance entre les institutions et les acteurs associatifs, en se disant que c'est vraiment la coopération entre les 2 qui permettra de faire avancer le système. Voilà, je m'arrête là peut-être sur nos intuitions, mais pour vous donner un peu une idée de d'où on partait avant de rencontrer, la Fondation Entreprendre Plus notamment et puis, Cyril qui nous a aidés à avancer sur le sujet. Merci beaucoup à toutes les 2. C'est très clair sur cette logique, que vous avez eue dès le départ d'être, des acteurs, macro, en fait. Vous n'êtes pas venus directement, accompagner des personnes sous main de justice. Vous êtes venus, en fait, avec une volonté de structurer mieux un secteur pour que de ce que je comprends, que les organisations qui accompagnent ces personnes-là soient plus efficaces, et aient plus d'impact. Et donc, intéressant de voir qu'effectivement l'approche systémique, elle peut passer par la structuration d'un écosystème, d'un secteur, la fédération de ce secteur. Alors justement, Aurélie, tu parles de financeurs, tu parles de Entreprendre et plus. Je pense qu'il n'y a pas que Entreprendre et plus en plus autour de la table, mais on va en parler. Il y a Jean-Baptiste Renard qui est avec nous. Bienvenue Jean-Baptiste, je te vois, dans ma petite case, voilà, ici même. Tu représentes donc, le fonds, Entreprendre et plus. Peut-être une première question pour toi, en tant qu'acteur, d'une organisation philanthropique. Finalement, pourquoi et comment est-ce que, une organisation comme la vôtre s'engage dans l'accompagnement d'un projet et surtout avec une volonté, affirmée, d'accompagner, leur travail sur l'approche systémique? Oui, merci Sarah et bonjour à tout le monde. Heu, D'abord, Entreprendre et plus, jusqu'à Actis, on n'avait pas accompagné de projet dans une approche systémique, au sens strict du terme. On a accompagné beaucoup de projets qui avaient une vision ou une ambition systémique, par exemple, et à titre personnel, j'ai accompagné, Vendredi qui rêve d'un système où l'engagement sur le temps de travail est ouvert à tout le monde, ce qui n'était pas le cas quand ils ont commencé. Ticket for Change qui, rêve d'un système où, les jobs à impact sont non seulement reconnus, mais disponibles en grand nombre. Donc des projets qui avaient de claires ambitions systémiques, qui avaient identifié des dysfonctionnements dans le système et qui avaient aussi des intuitions de solutions. Donc ça, on a fait, mais des projets qui, dès le départ, se mettaient dans une approche systémique avec une analyse ultra profonde du système, du problème, des racines du problème, des dysfonctionnements avant vraiment d'aller trop vite, très vite vers les solutions. Ça, on n'avait pas fait. Et c'est vrai que c'est dans le cadre de Racine, puisqu'on participe à l'initiative Racine, on a appris beaucoup, certainement pas assez, on continue à apprendre sur l'approche systémique et sur le changement systémique. On s'est dit, ça serait pas très cohérent de dire on participe à Racine et à côté, on va pas aller travailler et accompagner des projets dans cette approche systémique. Et donc, on s'est mis à la recherche à ce moment-là d'un projet pour expérimenter et pour mettre en pratique ce qu'on apprenait à travers Racine. D'accord, et alors comment du coup vous avez décidé de soutenir Actis, concrètement? En fait, il y avait une première approche, c'était à l'époque Marion Barraud de Ronalpia et Léa Grujon de Possible, qui avaient approché au printemps 2021, qui nous ont approchés pour soutenir le programme tel qu'il était d'incubation. Et à ce moment-là, on a trouvé bien entendu que c'était un programme qui était excellent, mais on s'est posé la question, à quoi on sert là-dedans? En général, nous, on soutient et on aide des associations et des projets à bien définir leur stratégie et à la mettre en place de la manière la plus cohérente. Il se trouvait que là, la stratégie était ultra claire et les plans d'action étaient aussi ultra clairs. Et donc, à part donner de l'argent, on ne voyait pas trop. Mais c'était aussi au même moment qu'on travaillait avec un certain nombre d'autres organisations donc, sur Racine, qu'on cherchait un projet. Et donc, on s'est permis une deuxième relecture
À la deuxième lecture, pardon, on a très bien vu l'ambition systémique qu'il y avait. Et je pense que vous avez entendu Charlotte et Aurélie, c'est très clair l'ambition, et aussi l'appétit des porteuses de projets de rentrer dans cette démarche. Donc on a eu d'autres conversations avec Possible et Ronald Pia. Ces conversations ont bien conforté notre confiance dans la volonté d'aller vers cette approche. Et aussi, c'est vrai que les intuitions, qu'elles soient sur le référentiel d'impact qui peut outiller tout le secteur, ou l'intuition sur le prix 2D qui renforce de manière profonde et durable le lien entre le système associatif et l'administration justice-prison, nous a conforté que vraiment il y avait quelque chose à faire. Aussi, à ce moment-là, on était très en contact avec la Fondation de France, très en contact d'abord dans le cadre de Racine, puisque la Fondation de France est un des acteurs de Racine, et aussi la Fondation de France avec Théodora Sanou, la directrice du programme Prison, soutenait déjà le programme d'incubation d'Actis. Donc on s'est mis autour de la table et on a dit il y a probablement quelque chose à faire. Et on a passé la deuxième partie de l'année 2021 à co-construire avec donc le programme Actis et la Fondation de France les paramètres et les conditions sous lesquelles on pouvait se lancer dans un accompagnement d'approche systémique. Et à la fin 2021, et la Fondation de France et Entreprendre et Plus ont validé leur soutien dans le cadre d'Entreprendre et Plus, un soutien sur lequel on s'est engagé pour 5 ans. Très intéressant. La logique de se mettre autour de la table avec un autre financeur, tu la mentionnes au passage, mais elle est très importante dans ce cadre-là. Peut-être ça n'aurait pas été la même chose ou possible seul. Juste une dernière question pour toi, pour compléter, Jean-Baptiste. Une fois que vous avez validé ce soutien, vous avez donc commencé ce qu'on appelle là depuis le début cet accompagnement. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en tant que fondation? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail? Il s'est passé donc que c'était fin 2021, les vacances de Noël. À ce moment-là, tu te souviens, Sarah, je t'ai dit, est-ce que tu peux me donner tous les liens pour tous les outils que vous avez chez Ashoka sur l'approche systémique. Donc, Marion Barrault et moi, on a travaillé, on a pas mal potassé pendant les vacances de Noël pour comprendre quels étaient les outils, quelles étaient les méthodes. On s'est fixé un programme ultra ambitieux d'ateliers de réflexion. On s'est dit, si on fait 2-3 ateliers sur l'arbre à problème, on comprendra à fond nos problèmes. Si on fait 2-3 ateliers sur le 5R, qui est un outil de compréhension système, on comprendra à fond le système. Une fois qu'on aura fait ça, on comprend le problème, on comprend le système, les dysfonctionnements. Donc, on peut identifier les leviers, on se met en action et hop, ça y est, ça roule. En fait, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Alors, on a eu ces ateliers, c'est vrai, sur les 3 premiers mois 2022. Et au bout de 6 ou 7 ateliers, qui étaient très riches, qui nous ont appris énormément de choses, on s'est aperçu qu'il fallait creuser beaucoup plus profond et que tout ce qu'on avait fait, même s'il y avait beaucoup d'enseignements, c'était encore très superficiel. Et deux, on avait une difficulté, on n'avait pas une vraiment bonne maîtrise des outils. On avait fait un petit peu les apprentis sorciers, aller regarder vos vidéos, vos tutos, et en se disant c'est facile, c'est simple, sur le papier, on va le faire. Et en fait, on n'arrivait pas à tirer tous les bénéfices, et notamment le lien entre compréhension système, compréhension problème et les leviers qu'on pouvait tirer. À ce moment-là, il y avait aussi beaucoup de changements de personnel du côté Actis et Possible, et c'est vrai que les porteuses de projets ont tourné. Donc, on a accepté qu'on avait fait une sorte de faux départ, on s'est mis en pause, on s'est remis à la recherche aussi de quelqu'un qui avait une meilleure connaissance des outils pour continuer le travail. Et c'est là qu'on a trouvé Cyril et on est reparti à la fin du printemps 2022 avec une nouvelle équipe, des nouvelles porteuses de projets avec Cyril. Et c'est là qu'on a repris, je dirais, un nouveau et un vrai départ dans cette approche systémique. Génial. Merci de partager aussi les choses qui fonctionnent moins bien. On parle ici en fait de droit à l'erreur aussi, d'accepter
aussi que, enfin, c'est pas une erreur, en tout cas, c'est le chemin. Donc du coup, c'est intéressant de l'entendre aussi et de dire que, vous y êtes allés ensemble, avec Actis et que vous avez rectifié le tir ensemble. Enfin, en tout cas, vous avez cherché des solutions ensemble et du coup, Cyril, tu es avec nous, bienvenue. Je voudrais quand même remercier particulièrement Cyril, qui est papa depuis, quelques jours, d'être avec nous. Donc vraiment, 1000 merci parce que, franchement, c'est vraiment précieux de t'avoir, pour ce petit moment. Cyril, peut-être, ouais, question pour toi, après ce que Jean-Baptiste a appelé ce faux départ, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle en tant qu'accompagnateur et finalement nous parler un peu de plus précisément des enjeux de l'accompagnement que tu as vu et que du coup voilà, pourquoi est-ce que tu es là finalement et t'accompagnes dans quelle voie, dans quel sens, Actis? Bonjour tout le monde. Oui, en quelques mots, en gros, peut-être une précaution d'usage avant. Moi, je suis pas consultant à plein temps. Moi, j'accompagne certaines associations dans le cadre notamment d'un projet de recherche-action. Donc, ce que je vais vous partager, c'est pas une méthode éprouvée depuis 10 ans qui serait une méthode à suivre et qui bingo, à la fin, vous permet forcément de changer un système. C'est pas du tout ça. Je vais essayer de vous partager en revanche, moi, ce que j'ai pu apprendre en accompagnant notamment Actis et d'autres associations depuis un certain temps. Les enjeux, bon, ils sont nombreux. Hein. Si on reprend la liste des questions, enfin des sujets que tu présentais dans ta slide, Sarah, tout à l'heure, en disant aborder la complexité, s'intéresser aux causes racines, privilégier l'impact indirect et changer de mode de leadership, c'est bien beau sur une slide. Dans la réalité, c'est compliqué. Et c'est autant d'enjeux, en fait, ces quatre items, ces 4 enjeux qui sont majeurs, je pense, pour les assos. Et j'en rajouterai un qui est que ça prend du temps, en fait. Et je partirai de là, ça prend du temps. Et du coup, du temps, c'est des ressources, évidemment. Et du coup, moi, mon rôle en tant qu'accompagnateur, ça a été, en prenant ce temps, d'essayer de donner quelques ingrédients de base pour créer un espèce de terreau fertile pour que Actis puisse vraiment avancer dans son approche systémique, dans l'exploration du système et des problématiques systémiques qui les intéressent. Donc, ce n'était pas du tout une mission où j'ai proposé 3 ateliers en disant, voilà, au bout de 3 ateliers, vous aurez analysé votre système et bâti votre stratégie pour les 3 ans à venir. Et si quelqu'un vous propose ça, je pense qu'il vaut mieux fuir parce que ce n'est pas du tout ça, je pense, le fond de l'approche systémique. L'approche systémique, c'est vraiment, pour une association, rentrer dans une démarche, ce n'est pas un point de départ, en fait, c'est un fil rouge. C'est rentrer dans une démarche où on se met à explorer des problématiques de nature systémique, des problèmes qui sont lancinants, qui sont durables et du coup qui forcément sont explicables notamment par des mécaniques d'ordre systémique. Et pour essayer de comprendre ça, ça prend du temps, mais aussi certains ingrédients. Donc je vais en partager 3, je pense, qui me semblent importants. À nouveau, ils ne sont pas définitifs. Moi, c'est en tout cas ce que j'en retiens à date. Il y a un enjeu au sein de l'association d'avoir une vision, une culture systémique qui soit très claire. En gros, quel est le type de changement systémique qu'on vise? Et ce n'est pas si facile en fait, à définir finalement. Moi, j'ai beaucoup d'associations qui ont du mal à définir vraiment quel est le système qu'elles cherchent à changer, qu'est-ce qu'elles cherchent à transformer. Et moi, d'ailleurs, je leur propose non pas de définir, de délimiter le système qu'elles veulent changer, mais plutôt de se dire quelle est la problématique qui s'explique par des mécaniques d'ordre systémique sur lesquelles vous voulez travailler. Quel est le problème qui est lancinant, qui est durable, qui, malgré tous les efforts, perdure, voire augmente? Et si c'est le cas, c'est que probablement qu'il y a des mécanismes d'ordre systémique qui sont à l'œuvre, qu'il faut aller explorer pour essayer de travailler dessus. Et du coup, essayer de créer cette vision et cette culture systémique, c'est essayer de mieux définir ce sur quoi on veut travailler, ce qui est à nouveau pas quelque chose d'évident, et essayer aussi d'adopter du coup le mode de pensée systémique. Tu l'évoquais tout à l'heure, Sarah, la pensée systémique, elle a une filiation intellectuelle qui est très riche et aujourd'hui, on essaye dans notre secteur de s'approprier des outils qui viennent de la cybernétique, de la psychologie systémique, des sciences du vivant et c'est ces outils-là qui nous préexistent, entre guillemets, qu'il faut essayer d'adapter pour mieux comprendre les systèmes sociaux dans lesquels on travaille pour essayer d'agir dessus. Mais du coup, je pense qu'on ne peut pas faire vraiment l'économie d'un minimum se frotter à ces outils, à ces concepts et du coup adopter un peu cette culture systémique.
Donc ça, c'est le premier point, avoir une culture et une vision systémique assez claire. Le deuxième ingrédient, je pense, c'est avoir des capacités, donc des outils, des méthodes très concrètes. Je parlais de s'acoquiner un peu avec la pensée systémique, mais derrière, il faut aussi des méthodes pour essayer d'interagir avec son système, interagir avec ses parties prenantes, essayer de comprendre leurs modèles mentaux. Donc, c'est des méthodes qui sont soit d'entretien, soit d'exploration, soit de test pour essayer de comprendre un système qui, par nature, est complexe. En fait, un système complexe, on ne peut pas le dessiner en 2 heures. Donc, il va falloir travailler, entre guillemets, il va falloir essayer de trouver différentes manières pour le comprendre petit à petit. Et c'est ça, justement, ce temps long, c'est que c'est petit à petit qu'on va comprendre comment marche le système à force de tests, à force d'échanges, à force d'exploration. Et du coup, ça demande un certain nombre d'outils, de méthodes. Et dernière chose, je pense, qui est très importante, c'est mettre en place au sein de l'association une infrastructure, une organisation qui soit au service de ce projet systémique. Que la mécanique organisationnelle de l'association soit vraiment au service de ça, parce que malheureusement, ça demande une sacrée énergie de vouloir essayer d'agir sur le système, et malheureusement, on est quasiment systématiquement attiré, ramené à des activités très, entre guillemets, et je ne dis pas ça de manière péjorative, mais d'impact direct, entre guillemets, parce que c'est notre culture d'action en grande partie dans notre secteur, c'est là où il y a des financements, c'est là où les besoins sont criants, en fait, c'est là où on a du savoir-faire aussi, dans les associations. Et du coup, si on ne met pas en place un certain nombre de mécaniques au sein de l'association pour assurer qu'on avance dans notre approche systémique, ben souvent, c'est ce qui passe un peu à la trappe, c'est ce qu'on fait le vendredi soir de 17 à 18 ou le week-end, et malheureusement, ça n'avance pas. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on crée un peu l'infrastructure, comment est-ce qu'on pense les moyens, les responsabilités, les process, les rituels, peu importe, les comités, la mécanique organisationnelle qui va être au service de cette approche systémique. Du coup, pour conclure, juste une dernière phrase là-dessus. Ces 3 ingrédients, c'est des choses qu'on a essayé de mettre en place ensemble avec Actis. Donc, c'est vraiment juste donner des outils pour que le programme Actis ait les moyens d'explorer son système. Donc, on a beaucoup travaillé sur la partie amont, comment on comprend le système pour agir dessus. On n'a pas vraiment travaillé sur tes 2 autres points, je reprends toujours ta slide, Sarah, mais sur tes 2 autres points qui sont la logique de comment on agit en impact direct, mais globalement, comment on agit. Pour l'instant, j'ai plutôt travaillé avec Actis sur comment est-ce qu'on se donne les moyens d'explorer, je pense. On a à peine abordé la partie qu'est-ce qu'on fait derrière, mais ça prend du temps d'explorer. Et sans diagnostic, bon, on va pas bien agir, ça c'est sûr. On n'a pas non plus travaillé sur l'aspect leadership, mais déjà essayer de mettre les conditions pour qu'une exploration de ce système se fasse de manière robuste, durable et saine. Pour moi, c'est la première étape, et c'est pour ça que déjà, on a essayé d'aborder ce sujet. Merci Cyril, très intéressant. Moi, ce que je retiens là de ce que tu dis, c'est cette notion de temps long qu'il faut pouvoir s'accorder. Donc, pour pouvoir s'accorder ce temps long, effectivement, il faut d'une certaine manière avoir de la ressource humaine et donc financière. Et donc, c'est intéressant de voir que là, très concrètement, c'est ce que permet une partie du soutien d'Entreprendre Plus et de la Fondation de France. Et aussi, je retiens un truc quand même intéressant sur ce que tu partages. Tu parles dans notre secteur de l'innovation sociale, on est dans une logique très orientée solution, passage à l'action, impact direct. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il y a avec l'approche systémique, il y a aussi un changement peut-être de culture à opérer, je pense, dans les 2 champs, en fait, de la part des financeurs, mais aussi surtout de la part des porteurs de projets, qui n'est pas facile, en fait, parce que voilà, on doit prouver que ça fonctionne, donc on doit créer des solutions et on doit montrer qu'elles fonctionnent. Et donc ça, c'est intéressant quand même aussi en termes de changement de posture dans ce que tu présentes. Et je voudrais juste préciser un dernier truc, c'est que tout ça, tout ce que tu as appris en fait au fil de ces derniers mois d'accompagnement avec Actis et avec d'autres porteurs et porteuses de projets, tu les as travaillés dans un outil, dans un document de capitalisation. Et donc, notamment, tu parlais de méthodes et d'outils dans lesquels tu vas partager en fait un certain nombre de ces méthodes, de ces outils et de ces méthodes qui va sortir donc en janvier. Donc là, vous êtes en exclusivité, le premier groupe à qui on annonce la sortie de ton travail, Cyril.
soutenu en tout cas et dans le cadre de l'initiative Racine notamment, mais en tout cas vous pourrez découvrir ce travail-là de Cyril qui s'adresse d'abord aux porteurs de projets, mais qui est un travail qui parlera, je pense, énormément aussi dans une certaine mesure aux organisations qui financent. Et donc, pour rebondir sur ton point de dire, on n'a pas encore même travaillé sur la mise en action. Pour l'instant, on est resté sur la brique bien comprendre le système et le creuser. Peut-être en miroir, Charlotte, Aurélie, je ne sais pas qui veut répondre d'entre vous. Du coup, ça donne quoi aujourd'hui? Vous en êtes où? Est-ce qu'il y a déjà des premières prises de conscience, des choses nouvelles qui ont émergé depuis ces travaux qui, je pense, durent depuis... vous diriez quoi? Pardon, j'ai pas le 18 mois? Un an, Un an? ouais, Un an. plus d'un an. Plus d'un an. Alors déjà, ce qui me paraît important de préciser, c'est que effectivement, quand on a commencé à travailler sur l'impact systémique, un peu ce faux départ qu'évoquait Jean-Baptiste, moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, c'était un projet à part, enfin en plus finalement de ce qu'on faisait déjà. Et entre guillemets, on trouvait ça intéressant, mais j'ai l'impression qu'on savait pas trop quoi en faire. Enfin, en fait, on se disait: «OK, bon, on fait ça», mais il y avait pas une vision très claire de, ce qu'on allait vraiment en faire. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le gros travail qu'on a fait et qui est vraiment pas négligeable et qu'a mentionné Cyril, je pense que grâce au temps de réflexion, de formation, en fait, on s'est apprivoisé, enfin, on a apprivoisé et on s'est approprié, cette, notion d'impact systémique, et on s'est vraiment questionné sur qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, pour Actis et quelle interprétation nous, on en donnait, quelle définition. Hem Et je pense que voilà, un 1er point, c'est de se dire que pour Actis, aujourd'hui, on préfère parler de pensée ou d'approche systémique, plutôt que d'impact systémique, en référence justement à une démarche qu'on mène, qui permet de mieux comprendre le système dans lequel et pour lequel on agit, et ainsi de mieux agir en fait et d'agir de façon plus précise et plus impactante. Et puis du coup, une démarche aussi de pensée systémique qui permet un peu de, bouger le centre de gravité de l'action vers la réflexion, comme le disait Cyril, pour mieux comprendre le besoin social et pour remonter les causes, ces fameuses causes racines, et du coup, encore une fois, d'être en capacité de mieux agir sur notre système, et de façon peut-être plus pertinente, plus fine, plus impactante. Et je pense que ça nous a permis, aussi de, du coup, repositionner ce projet qu'on menait sur l'impact systémique en se disant: «En fait, c'est pas un projet en plus ou à part, mais il faut que ça devienne la boussole stratégique d'Actis». Il faut en fait que ce soit le point de départ de toutes les décisions qu'on va prendre pour Actis, que ce soit en termes de développement de nouveaux projets, mais que ce soit aussi dans la façon de sélectionner nos projets, de les détecter, et c'est ça qui doit nous permettre vraiment d'orienter et de prioriser nos actions. Et ça peut paraître simple dit comme ça, mais il a fallu un petit peu de temps pour arriver à ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est hyper structurant dans la façon, dont agit Actis. Et moi, je vois vraiment la plus-value, dans notre action, parce que j'ai l'impression qu'on est mieux armés, pour piloter Actis, et en tout cas, qu'on va prendre des décisions qui sont aussi, plus impactantes. Ça faisait aussi écho au fait que Actis, depuis 3 ans, s'est mis à développer des projets annexes, sans forcément justement, qu'on les priorise ou qu'on se dise, «OK, pourquoi on ferait ça plutôt que ça?» et cetera. Et donc là, c'est aussi un outil qui va nous permettre de prioriser ce développement. Donc ça, je pense que c'est un premier travail qui me paraît hyper important. Le deuxième travail, qu'on a fait, notamment avec Cyril, c'est qu'on a travaillé sur la rédaction d'un manifesto, alors à usage interne, en tout cas pour l'instant, pour nous aligner sur nos ambitions et nos convictions pour Actis, heu, en ayant, en arrière-pensée cette ambition systémique. Et ça peut paraître un peu futile, mais ça a été assez structurant pour nous, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que Actis, c'est un projet qui est coporté par 2 structures, Ronalpia et Possible, et du coup, je pense que dans ce cadre-là, les enjeux d'alignement, sur nos convictions, ce qu'on veut faire d'Actis, comment on agit, pourquoi on agit, c'est primordial, à la fois pour gagner en efficacité, mais aussi au niveau motivationnel pour l'équipe, surtout à un moment où il y a eu des changements dans l'équipe. Donc ça, je pense que c'était hyper important de se redire, par exemple, que le fait de coopérer aux côtés des institutions publiques, c'était une de nos convictions fortes chez Actis, et qu'on ne devait pas déroger à ça, et que ça devait rissoler dans tout ce qu'on faisait en termes d'action. Et puis je pense que ce travail sur le manifesto, il a permis aussi, entre guillemets, d'acter le changement d'échelle d'Actis, en se disant que, effectivement, notre ambition aujourd'hui, c'était de passer d'un
entre guillemets, simple programme d'accompagnement avec des outils connexes un peu développés à côté, à plutôt un laboratoire sur les sujets d'innovation sociale, sur la réinsertion des personnes placées sous main de justice, dont la boussole serait l'impact systémique. Et le fait d'acter ce changement d'échelle, entre guillemets, d'Actis, je pense qu'il est passé par ce travail qu'on a fait sur le manifesto et qui est hyper important aujourd'hui. Et comme je l'évoquais de façon hyper concrète, ça nous a permis aussi de reposer certaines convictions et du coup de venir procéder à quelques petits changements lexicaux. Typiquement, on s'est dit qu'on allait parler d'inclusion plutôt que d'insertion pour mettre en avant la responsabilité collective et partagée de la société sur cette thématique et se dire que ce n'était pas uniquement de la responsabilité des personnes ou des institutions, mais qu'il y avait un travail commun à mener. C'est un changement de mots, mais qui du coup doit aussi se retrouver au niveau opérationnel et c'est assez important pour nous. Et puis aussi dans le fait de remettre en avant le travail à effectuer avec et aux côtés des institutions. Et du coup, aujourd'hui, quand on parle d'Actis, on parle vraiment de ce travail qui est fait aux côtés des institutions parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'on peut agir et transformer le système. Donc, je pense qu'il y a déjà ce gros travail qui a été fait. Et ensuite, il y a des premiers chantiers opérationnels qui ont été menés pour faire référence à ce travail exploratoire sur la complexité qu'évoquait notamment Cyril, un premier travail qu'on est en train d'effectuer pour dessiner le système dans lequel agit Actis et tenter de mieux comprendre aujourd'hui pourquoi la réinsertion des personnes placées sous main de justice reste difficile, quelles sont les causes racines, quels sont les enjeux, quels sont les acteurs qui travaillent autour de ces sujets-là, quels sont les modèles mentaux des acteurs, potentiellement les cercles un peu vicieux ou les cercles un peu vertueux qui viennent entretenir ou favoriser la résolution de cette problématique. Et ça, c'est un travail, en fait, ce dessin, ça va être un outil un peu de base aussi pour nous, qui va nous permettre de formaliser notre compréhension du système, de la faire évoluer, j'espère de la partager à un moment, et puis du coup de prioriser nos actions, puisque du coup, cette compréhension nous permettra hyper concrètement d'aller mieux sourcer des projets, de mieux les sélectionner, de mettre notre énergie sur la création de projets qui vont permettre de répondre à des causes racines, et du coup, on l'espère, d'agir de façon plus fine. Ça, c'est un premier chantier un peu plus opérationnel, entre guillemets. Un deuxième chantier en référence aussi à cette notion de culture systémique qu'évoquait Cyril, c'est un chantier plus organisationnel où du coup, on est en train de travailler sur l'organisation même de l'équipe Actis pour mettre en place une organisation apprenante sur le système dans lequel on agit, donc pas forcément sur nous et nos actions, mais bien sur le système dans lequel on agit, et s'obliger, entre guillemets, à être attentif à ce système dans lequel on évolue, à actualiser notre compréhension du système, à la mettre à jour. Et ça passe par le fait de prévoir des temps concrets au niveau de l'équipe pour s'interroger sur notre compréhension du système, à s'outiller potentiellement avec des carnets de bord, etc., pour être toujours en vigilance et venir aussi noter ce qui nous interpelle dans ce système, et puis se donner la capacité d'aller creuser certains sujets, de faire un peu de veille, etc. Donc ça, c'est deuxième chantier un peu plus opérationnel. Et le troisième chantier que moi je verrais, c'est qu'il y a des premières évolutions qu'on commence à toucher du doigt de façon hyper opérationnelle pour passer, entre guillemets, dans nos programmes d'accompagnement, d'un accompagnement entre guillemets neutre à un accompagnement plus engagé où en fait on va venir embarquer les porteurs de projets derrière cette vision de transformation systémique et donc ça passe, je l'ai évoqué, mais par le fait de pouvoir mieux cibler quels sont les projets qu'on détecte et qu'on sélectionne, par le fait aussi que concrètement ce dessin du système qu'on est en train d'effectuer, on a envie de le partager aux porteurs de projets qu'on va accompagner pour qu'eux aussi puissent s'imprégner de cette logique-là, de cette compréhension et potentiellement mieux interagir avec certains secteurs du système. Et puis, on a aussi certaines convictions, je l'évoquais, sur le fait de travailler aux côtés des institutions, qu'on a envie de partager avec les porteurs de projets pour les aider à conscientiser qu'elles ont un impact sur le système et que la façon dont elles créent de la confiance ou de la défiance avec les institutions, la façon dont elles valorisent les personnes qui, au sein de l'institution, s'occupent de ces missions qui ne sont pas forcément, ça va plus ou moins contribuer à faire évoluer le système. Et ça nous paraît hyper important aussi. Merci Aurélie. Cyril, je crois que tu veux réagir rapidement sur la question du manifeste. Oui, je voulais rebondir sur le manifesto. Je pense que c'est une illustration assez intéressante du pas de côté, entre guillemets, que demande l'approche systémique. Par manifesto, souvent, on pense à un objet un peu de com. Moi, en l'occurrence, j'ai bossé dans la prod audiovisuelle et dans la com dans une autre vie, donc je sais ce que c'est. En général, quand on fait un manifesto, on parle de qui on est et qu'est-ce qu'on fait.
c'est un outil de com et finalement c'est très auto-centré. Donc si on l'applique à une asso, c'est voilà, en gros, il y a tel problème simple mais horrible et voilà comment on va le résoudre de manière fabuleuse. Un manifesto, c'est un peu cette nature quand on le pense de manière en communiquant, entre guillemets. Et là, en fait, donc je ne sais pas si le mot était exact. Quand on a parlé de manifesto, je n'avais pas d'autres mots pour proposer l'exercice, mais ce qu'on essaie de faire, c'était vraiment de se dire, on va poser sur un papier déjà, c'est quoi le problème de nature systémique qui nous taraude? Pourquoi est-ce qu'on croit que le système dysfonctionne, entre guillemets? Et pour caricaturer et pour aller un cran plus loin, en gros, c'est simple de critiquer, par exemple, l'administration pénitentiaire et de dire qu'elle ne fait pas son boulot d'insertion et de dire que les associations sont les sauveuses, entre guillemets. Mais en fait, si l'administration pénitentiaire a tant de mal à remplir son boulot d'insertion, c'est qu'il y a probablement des bonnes raisons. Et du coup, on essaie de creuser dans ce manifesto quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles le système dysfonctionne, en fait. Ce n'est pas se dire, il y a un bouc émissaire, c'est simple de taper sur tel ou tel acteur et nous, on va les sauver. C'est se dire, qu'est-ce qui fait que le système, quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles le système ne marche pas comme ça et quelle est notre juste place? Nous, notre solution, elle n'a pas vocation à prendre toute la place. Donc, on a essayé de poser en fait dans ce manifesto aussi ces questions de quelle est la juste place de l'entrepreneuriat social, du secteur associatif dans les sujets d'insertion, quelles sont aussi les limites, quels sont nos propres effets de bord. Et du coup, c'est un document qui n'est pas auto-centré en parlant de qui est Actis et comment Actis va transformer le monde, mais plutôt qui est tourné sur comment fonctionne le système, quelles sont nos croyances, quelles sont nos hypothèses, quelles sont nos certitudes, quelles sont aussi les limites de notre action. Et du coup, je trouve que c'est assez symptomatique du pas de côté que demande de prendre l'approche systémique en termes de démarche. On n'est pas en train de parler de soi et de raconter à quel point ce qu'on fait est génial. On est en train d'essayer de poser des convictions et des choses qu'on croit sur le système et qui vont nous nourrir derrière l'exploration. Parce que quand c'est des certitudes, on peut se baser dessus. Quand c'est des hypothèses ou des croyances, on sait qu'on va devoir explorer pour les confronter à la réalité et les infirmer ou les confirmer. Ouais, merci beaucoup, très intéressant et très concret. Surtout, merci d'illustrer aussi concrètement le travail que vous menez ensemble. J'aimerais, avant de vous donner la parole, n'hésitez pas s'il y a des questions à les livrer à chaud et au fil de comment elles arrivent pour vous dans le chat. On va les prendre après. Une dernière question, à la fois pour vous, Actis, et puis pour Jean-Baptiste. Donc là, vous nous racontez en fait une histoire qui est en train de se vivre en ce moment, hein, qui est en plus, j'ai l'impression, vraiment sur du long cours, donc qui va continuer. J'aimerais juste qu'on parle un peu des apprentissages à un instant T donné. Là, on s'arrête et qu'est-ce que vous apprenez déjà? Peut-être, ouais, Jean-Baptiste, pour revenir sur la question des organisations philanthropiques, en tant que fondation, qu'est-ce que vous retirez déjà? Qu'est-ce que vous apprenez déjà là de cette expérience qui est quand même assez singulière, assez nouvelle pour vous en tant que financeur? Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a appris jusque-là et il n'y a pas aucun doute qu'on va en apprendre beaucoup sur les 4 années qui restent et peut-être plus. D'abord, enfin, et ça c'est mon esprit un peu cartésien et linéaire, j'ai décortiqué entre compétences pratiques et posture. Au niveau des compétences, c'est les mêmes compétences que dans l'accompagnement, je dirais, plus classique et plus stratégique classique, mais il faut quand même comprendre les principes de l'approche systémique. Sinon, on va créer des incohérences dans la manière d'accompagner. Et il y a un certain nombre de principes qu'il faut absolument comprendre. Sinon, la manière dont on va accompagner ne sera pas la bonne. Au niveau des pratiques, un certain nombre de choses. D'abord, les 2 premières ne sont pas forcément des pratiques d'accompagnement, mais je pense que ça vaut la peine dans le soutien à l'approche systémique. Le cofinancement. Nous, on est une petite organisation, on n'a pas des moyens financiers énormes et on a bien vu, ça demande du travail, ça demande de prendre du temps. Du temps, ça veut dire de l'argent et ce n'est pas avec le genre de moyens qu'on a, c'est-à-dire de l'ordre de 30 000 € par an, qu'on va vraiment permettre aux associations d'explorer suffisamment. Et c'est là où le partenariat avec la Fondation de France a été absolument déterminant. Sans la Fondation de France, on n'y aurait pas été. Soutien long terme, ça c'est une évidence. On s'est engagé pour 5 ans et c'est probablement pas assez, mais on verra dans 4 ans ce qu'on fait. J'ai mis double accompagnement, mais en fait c'est multi-accompagnement et il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait trop d'accompagnement qui tue l'accompagnement, mais l'accompagnement de Cyril au niveau des outils de l'approche systémique, c'est essentiel. Je pense que nous, notre accompagnement dans la durée sur la stratégie, c'est essentiel, mais aussi l'accompagnement de la Fondation de France dans le cadre
d'acteurs clés de changement et de l'outillage des porteuses de projets et la mise en réseau et tout ce qu'apporte le programme, je pense que c'est très important. Et quand on est dans une logique complexe, on a besoin de tout ça. Euh, et, euh, et on a appris aussi, j'ai mis stabilité des interlocuteurs. Si vous avez des changements dans une organisation, vous avez une stratégie claire, des solutions, vous pouvez changer assez vite, ça va. Mais quand on est vraiment dans une approche systémique, quand il y a des changements importants d'interlocuteurs, il faut repartir un petit peu en arrière pour se remettre dans l'état d'esprit. Et c'est vrai qu'on a sous-estimé les changements qu'il y a eu et on a voulu à un moment continuer avec des acteurs nouveaux et il fallait absolument arrêter et redonner le temps aux nouveaux porteurs de projets de s'imprégner de l'état d'esprit et de l'approche. Au niveau de la posture, et je pense que c'est vraiment le plus important, et là, on apprend tous les jours. Et, à la fois, il faut être bienveillant sur les résultats parce que c'est pas linéaire, ça met du temps. L'exploration, Cyril l'a dit, ça met du temps et les résultats, on les voit pas tout de suite. Mais il faut être, enfin, en tout cas, on est très exigeant sur l'accompagnement et sur l'engagement. On veut absolument que le travail même soit fait et qu'il y ait un vrai engagement vers cette démarche, même si en fait on n'en voit pas tout de suite les résultats comme on a pu le voir. Avec ça, c'est la patience et lâcher prise. Ça a été assez inconfortable quand les porteuses de projets nous ont dit au mois de juin, pendant 3 mois, on ne va pas se parler. Laissez-nous travailler avec Cyril, on ne va même pas vous dire ce qu'on fait et on s'en reverra à la rentrée. Et ça, pour moi, ça a été très, très difficile. J'ai l'habitude d'avoir des rendez-vous mensuels, où est-ce qu'on en est, etc. Et c'était nécessaire. Et merci d'avoir demandé. Mais ça n'a pas été forcément facile. Et enfin, dans tout accompagnement, on pose beaucoup de questions. C'est vrai que dans l'accompagnement stratégique classique, on pose beaucoup les questions autour des solutions. Là, aujourd'hui, en tout cas, dans la première année, toutes les questions, elles sont focalisées sur le problème et pas sur les solutions. Donc, certainement une posture assez différente. Voilà jusque-là ce que j'ai pu apprendre et je pense qu'il y aura probablement beaucoup de gens qui pourront partager plus tard d'autres apprentissages. Extra. Merci beaucoup pour tous ces partages. En résonance, Charlotte, Aurélie, est-ce que vous voulez aussi partager voilà, avec transparence, authenticité, ce que vous avez appris peut-être sur vous, mais aussi sur la relation, parce qu'on est ici sur ce sujet-là, la relation avec votre partenaire philanthropique. Je pense que vous avez eu plein d'autres partenaires philanthropiques. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est confortable, inconfortable? Oui, avec plaisir. Déjà, peut-être sur les apprentissages qu'on peut en tirer de façon concrète pour Actis. Alors, j'ai commencé un peu à les esquisser, mais bon, déjà, je voudrais mentionner que c'était un travail qui était passionnant. Donc, ça, c'est déjà une première. Enfin, voilà, je pense que c'est important de le dire quand même, et qui nous a obligés à beaucoup nous décentrer, prendre du recul. Et je pense que c'était hyper important pour nous, à la fois en tant qu'individu et aussi en tant qu'équipe. Je pense que déjà le premier apprentissage, c'est vraiment que ça a permis de réaligner l'équipe à un moment où il y avait des changements d'équipe et enfin voilà, ça c'est précieux, à la fois en termes de motivation, d'ambition, de façon de faire et donc je pense que ce travail-là a aussi eu cette vertu en fait de pouvoir aligner l'équipe. Cyril commençait à le mentionner sur les effets de bord. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, et je pense qu'il a beaucoup marqué l'équipe, c'est que j'ai eu l'impression qu'on s'est décentré de notre programme pour finalement avoir une vraie stratégie d'intérêt général. Et du coup, avoir une stratégie d'intérêt général, ça veut dire ne pas juste penser à son impact à soi, à ses programmes à soi, mais penser au système dans lequel on agit et être aussi capable de conscientiser quels sont potentiellement les effets pervers qu'on peut avoir ou négatifs qu'on ne souhaite pas forcément avoir sur le système, mais potentiellement, est-ce que finalement, je caricature, hein, mais en développant outre mesure l'entrepreneuriat social, on ne va pas déresponsabiliser les institutions publiques sur certains sujets. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite à long terme? Donc, ce n'est pas forcément des questions évidentes à se poser, mais je pense qu'elles sont nécessaires et c'est des questions aussi qu'on a pu se poser. Et du coup, je pense qu'on a développé cette croyance profonde que, au-delà de notre action à nous, c'était important de se placer dans cette dynamique parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on pourra vraiment transformer le système et répondre à des enjeux et qu'effectivement, ça nécessite de se décentrer un peu.
et de se poser des questions qui des fois sont pas toujours agréables. Quand on capte des fonds publics, est-ce que finalement c'est la meilleure façon d'utiliser ces fonds? Est-ce que du coup on les utilise ou pas? Enfin voilà, ça je pense que c'était hyper important. C'est un de nos apprentissages et voilà, moi j'ai trouvé ça hyper puissant aussi comme façon de penser, d'être en capacité d'identifier à long terme et puis même à court terme les effets qu'on n'a pas forcément anticipés, mais qui finalement peuvent venir alimenter de façon un peu plus négative la problématique sur laquelle on agit et au contraire, quels sont aussi les effets de levier qu'on peut avoir pour transformer le système. Je l'ai déjà mentionné, hein, mais je le redis, mais je pense que aujourd'hui, ça nous donne, en tout cas, on commence à toucher du doigt le fait d'avoir un outillage qui nous permet de piloter notre impact de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus précise et donc de façon beaucoup plus percutante. Alors oui, ça prend du temps de réflexion, d'exploration, mais j'ai envie de dire, ça prend du temps qu'on va regagner après, parce que du coup, on va être beaucoup plus efficace, en tout cas, je l'espère, dans notre façon d'agir. Et puis, je l'ai aussi mentionné, mais voilà, on a déjà quelques évolutions, améliorations opérationnelles du programme. Je pense que sur les apprentissages, je rejoins du coup ce que disait Jean-Baptiste et Cyril, mais sur le travail de fond que ça demande et le temps à consacrer à ces réflexions que ça demande. Et du coup, ça demande de se faire un peu violence pour sortir de l'opérationnel et pouvoir y dédier du temps. Et du coup, je pense que le soutien qu'on a de la Fondation Entreprendre Plus et Fondation de France sur le long terme et pour financer cette réflexion-là, est hyper précieux parce que je pense que si on n'avait pas, enfin c'est sûr en fait que si on n'avait pas ce soutien-là, on ne pourrait pas mener cette réflexion. Et pour autant, voilà, je le redis, mais je trouve ça hyper important. Je ne pense pas que ce soit du temps perdu. Au contraire, je pense que c'est du temps qui ensuite fait gagner en efficacité. C'est juste qu'il faut se placer aussi dans une optique de long terme et pas de résultats à court terme. Et que même dans l'action sociale, des fois, on a du mal à se positionner à long terme. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper important. Et du coup, et de nouer aussi une vraie relation de confiance avec les financeurs. Alors, moi, j'ai eu beaucoup aussi d'écho de l'équipe parce que j'étais pas forcément toujours en direct, notamment dans les réunions avec la Fondation Entreprendre Plus ou la Fondation de France, mais je sais que ça a pu déstabiliser un peu l'équipe, des fois, cette relation de transparence, de confiance qui était à établir avec les financeurs et de se dire qu'on avance ensemble dans le même bateau, entre guillemets, qu'on n'a pas forcément des résultats à présenter tout de suite, ce qui n'est pas non plus hyper confortable quand on est porteur de projet, mais parce qu'on a besoin de ce temps d'exploration et que si on cherche trop vite à atterrir sur des solutions, finalement, on perd un peu aussi le sens de la démarche. Et je pense que ça, c'est peut-être l'apprentissage qui a été le plus important, c'est aussi d'accepter, de se mettre un peu à nu des fois et de finalement pas toujours être dans une logique de paraître, ou en tout cas de montrer ce qu'on sait faire, mais d'accepter aussi de poser les problématiques et de les travailler ensemble, du coup, dans cette relation de confiance. Merci beaucoup. Extrêmement intéressant d'avoir ton retour en miroir. Je voudrais vous donner l'occasion de poser vos questions ou de partager vos remarques. Je ne sais pas s'il y a déjà des éléments, non pas encore dans le chat. Si jamais il y a je vois une main levée, super. Bonjour, oui, c'est Lorraine. Je me posais la question en vous entendant parler, faire changer le système, c'est avant tout faire changer les acteurs du système. Et je me demandais si dans vos études, vous basiez aussi sur les travaux des neurosciences et les travaux menés sur le facteur humain et les biais cognitifs humains qui font que le changement qu'on impulse est un succès ou parfois échoue. Voilà, un peu savoir comment vous intégrez ce facteur humain dans ce changement systémique. Merci. Et j'ai posé la question à personne, alors personne ne va oser répondre. Mais en fait, je pense qu'à la fois, ça revient peut-être à un niveau supérieur aussi du travail qui a été mené par Ashoka, mais j'aurais bien aimé avoir peut-être la vision de Jean-Baptiste et Cyril sur ce sujet-là au niveau accompagnement et puis études scientifiques de l'approche systémique. Je te laisserai parler, Cyril.
D'autant plus qu'on va peut-être retrouver un certain nombre de ces éléments dans les documents qui sortiront au mois de janvier. Oui, alors évidemment qu'il y a le facteur humain qui est le facteur probablement le plus complexe à analyser dans tout ça. Et je pense que quand on rentre dans une approche systémique, en tout cas, il faut pas, à mon avis, faire l'erreur d'avoir une vision trop mécaniste de la chose en se disant qu'on va dessiner un système en mettant, en plaquant, entre guillemets, en labellant des acteurs en disant tel acteur agit comme ça et voilà comment il devrait agir, tel acteur agit pour telle raison et voilà ce qu'il faut transformer, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus fin et complexe, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que en fait, les systèmes, entre guillemets, fonctionnent de manière quasiment indépendante de nous, mais sont le produit de ce qu'on est, de nos croyances notamment. Et du coup, une grande partie pour moi de l'approche systémique, ça va être d'aller explorer le système en explorant les actions des acteurs du système et notamment en explorant leurs modèles mentaux. Aurélie l'a évoqué tout à l'heure. En gros, c'est de comprendre quelles sont les bonnes raisons qui font qu'un certain nombre d'acteurs agissent de la manière dont ils agissent et qui créent un système dysfonctionnel. Par exemple, dans la question du système pénal et carcéral, je pense qu'il n'y a pas grand monde qu'on pourrait réunir des acteurs de ce système qui souhaitent qu'il y ait un taux de récidive qui soit haut. Et pourtant, le constat, c'est que ce taux de récidive est très haut, l'inclusion des personnes placées sous main de justice est très difficile, et ça, c'est le résultat, malheureusement, de l'action conjointe de l'ensemble des acteurs du système. Et quand je dis l'ensemble des acteurs du système, c'est y compris les acteurs associatifs, et c'est pour ça qu'Aurélie parlait d'effet de bord. Donc en fait, la question, c'est de se dire déjà comment est-ce que l'ensemble des acteurs agissent, pourquoi ils agissent pour créer un résultat qui est sous-optimal. En général, tout le monde est contre ce résultat, mais tout le monde y participe d'une certaine manière. Et du coup, j'ai envie de dire, avant d'aller s'appuyer sur la neuroscience pour voir comment transformer les autres acteurs, je pense que la première chose, c'est déjà essayer de comprendre nos propres actions et la manière dont nous-mêmes on nourrit le système, en fait. Et par nous-mêmes on nourrit le système, ça ne veut pas dire qu'on est responsable in fine des dysfonctionnements, mais malheureusement, moi, je ne connais pas d'association qui ait une solution qui soit ultime, définitive et qui mérite de grandir à l'infini. Donc, il y a toujours une question de mesure, entre guillemets. Et cette question de mesure, c'est quelle est ma juste place, quels sont mes propres effets de bord. Et ça suppose déjà d'analyser les raisons pour lesquelles moi-même j'agis comme ça. Et c'est une fois qu'on a été capable de comprendre notre juste place dans le système qu'on va pouvoir aller explorer les raisons pour lesquelles les autres acteurs du système agissent de la manière dont ils agissent. Et ça suppose effectivement d'aborder cette question des modèles mentaux. Je pense que les neurosciences sont pleines de ressources là-dessus. Il y a la question des biais qui font qu'on agit souvent de manière contraire à nos intérêts qui peuvent être abordés. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais évidemment, pour moi, on peut s'appuyer sur tout ce qui existe, sur tout ce qui a été écrit et éprouvé sur ce sujet pour mieux comprendre mieux comprendre le fonctionnement des systèmes. En tout cas, moi, ma recommandation, c'est aussi de se dire, avant de vouloir l'appliquer sur les autres, appliquons-le sur nous-mêmes en tant qu'acteurs. Et c'est une des premières avancées que permet l'approche systémique pour moi. Merci Cyril. Anne, j'ai vu que tu as levé ta main. Oui, si je peux juste rebondir très très rapidement sur ce qu'a dit Cyril pour l'illustrer. Je pense que effectivement, au-delà de transformer les autres acteurs, c'est bien comprendre comment eux fonctionnent, quels sont leurs intérêts à eux, quels sont leurs freins, leurs contraintes, etc. Pour aussi les intégrer comme faisant partie de la solution et se dire que les interactions qu'on a avec eux vont plus ou moins être efficace sur notre solution. Si je vous donne un exemple hyper concret, quand on a commencé à travailler sur le système, il y a des acteurs au sein de l'administration pénitentiaire qui sont en charge de l'insertion des personnes placées sous main de justice. Et on s'est rendu compte que souvent, ces acteurs avaient pas beaucoup de moyens, ou en tout cas peut-être pas suffisamment de moyens pour mener à bien leurs actions, mais que des fois, ils se sentaient presque un peu en concurrence avec les acteurs associatifs qui, quelque part, venaient dévaloriser leur rôle. Et du coup, ça contribue pas à la motivation des personnes en interne de l'administration pénitentiaire qui vont contribuer elles-mêmes à réinsérer les personnes placées sous main de justice. Et donc déjà, une action assez, entre guillemets, simple, mais en tout cas précise à faire, c'est de se poser la question, quand en tant qu'acteur associatif, on développe une solution, comment on fait pour intégrer ces acteurs et que cette solution contribue à les valoriser au sein de leur institution
plutôt que apparaissent comme une forme de solution qui vient pallier à un manque d'action de leur part. Voilà, c'est juste une toute petite illustration, mais je trouve que c'est assez symbolique pour montrer qu'il y a vraiment un enjeu à comprendre comment fonctionnent les autres et que des fois, ça permet, nous, d'affiner un tout petit peu la façon avec laquelle on agit pour justement avoir une portée et un impact un petit peu plus fort. J'y vais du coup? Oui, vas-y Anne, je t'en prie. Merci Sarah. Super intéressant, très intéressée par la découverte d'Actis dont j'ai beaucoup entendu parler par Cyril qui m'accompagne et qui accompagne Voisin Malin depuis 1 an maintenant sur ces questions-là. Et je voulais juste témoigner pour dire que dans le parcours d'une entrepreneuse sociale en l'occurrence, qui est une figure à laquelle je me suis identifiée et que j'ai construit pendant plus de 10 ans en développant le projet Voisin Malin, où finalement on est dans une forme de leadership, entre guillemets, de démontrer, d'entraîner, de donner de l'énergie aux autres. Et on a construit un modèle Voisin Malin qui a fait des preuves, etc. Bon. Et c'est extraordinaire comme cette approche permet une transformation profonde et demande et permet et donc un renouveau de notre posture et recrée. Moi, en tout cas, m'a permis de me repositionner dans une nouvelle, une nouvelle fécondité, en étant plus à cette place-là. Et ça se traduit concrètement par une délégation très forte dans le projet, en l'occurrence à Voisin Malin, et une manière de ne plus être celle qui porte comme ça, et que ce soit d'ailleurs une démarche plus collective, puisqu'aujourd'hui c'est le cas. Mais ça remet dans une posture finalement de questionnement et d'apprenance, alors qu'on a été plutôt dans une posture de démonstration et de justification pendant toute une période, à laquelle nous encourage Ashoka. Nous, ça nous a conduit, et moi en particulier, mais avec l'équipe, bien sûr, à décider d'arrêter la croissance de Voisin Malin après 10 ans. Donc, on a assumé de se dire, on arrête de changer de taille, mais on se concentre sur nos territoires d'implantation. Enfin, on en a déjà un certain nombre, et il y a énormément de matière à mieux comprendre, repositionner notre place. Et finalement, je dirais que la démarche dans laquelle je suis de changement personnel, elle est proposée, enfin pour moi, elle est passionnante pour toute l'équipe en fait. Déjà, notre premier système, c'est celui de Voisin Malin. Comment on transforme ce système et sa place dans son environnement. Et donc, c'est ce qu'on commence à faire avec quelques collègues, avec quelques voisins malins, et en travaillant avec des partenaires concrets sur des territoires avec lesquels on va jouer à un attelage différent de celui qu'on avait jusqu'à maintenant, et notamment le service public, sur lequel on a des effets de bord et des effets pervers, mais qui en même temps, dans une confiance, est capable de parler de ses fragilités et de ses échecs, et ce qui nous permet d'avancer ensemble sur des vrais sujets et sur des problèmes qu'on arrive à se dire en totale transparence. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais ce que vous avez raconté, et j'ai beaucoup aimé cette histoire d'apprendre à être une organisation apprenante. Ce qu'on est, je dirais, Voisin Malin, on se pose beaucoup de questions, mais c'était pour comprendre ce qu'on fait, notre impact, comment on interagit avec les autres. Et en fait, la bascule, c'est de passer sur une organisation apprenante sur son environnement, sur ce qui se passe autour. Et donc ça, je trouve que c'est un pas assez passionnant. Donc, je suis très heureuse qu'Ashoka soit pionnier dans cette évolution. Donc, ça veut dire que vous-même, vous êtes dans cette propre démarche qui nous permet d'en profiter avec d'autres. Hein. Mais voilà, et merci beaucoup pour cette séance passionnante d'aujourd'hui. Merci d'ajouter, Anne, à ton témoignage très intéressant de voir. Et puis peut-être que tu pourras aussi, toi, raconter plus en détail à un autre moment, car il nous reste 1 minute avant la fin. Donc, je vois qu'il y a une dernière question de Sébastien. Sébastien, on va plutôt répondre à cette question entre la polarité entre faire et penser. Là, on tourne autour depuis tout à l'heure, mais on y répondra peut-être plus par écrit. Merci beaucoup merci beaucoup. Tous les remerciements qui arrivent, c'était passionnant et merci d'avoir partagé aussi avec humilité
les challenges de tout ça, parce qu'on sent vraiment que c'est une aventure qui se construit au fil du temps. Peut-être avant que les gens nous quittent, est-ce que vous pouvez partager dans le chat une chose que vous retenez, votre pépite de ce matin, pour qu'on voit un peu le résultat de tout ça, enfin en tout cas pas le résultat, mais voilà, avec quoi est-ce que vous repartez de cet échange qui passe vite à chaque fois? Fédération, patience et humilité, dézoomer de notre propre organisation. Le premier système, c'est nous, le droit à l'erreur, le réalignement équipe et partenaires, le diagnostic précis du système envisagé, être pleinement soi-même grâce à la confiance, ouais. Et l'évolution permanente. Extra, merci de partager ça, c'est précieux pour nous de voir un tout petit peu ce qui ressort. Je précise un élément et ensuite je laisse la parole à Thomas pour finir. Donc je redis encore une fois qu'on est au nom de Racine vraiment ravis d'avoir pu participer un tout petit peu avec Cyril à ce travail que tu engages, travail vraiment de fond sur tout ce que tu retires en fait de ces accompagnements, qui est un travail très évolutif parce que en fait là tu vas faire une photographie à un instant T donné, mais tu continues d'apprendre des choses. Donc on vous donne rendez-vous effectivement à la rentrée pour découvrir ces éléments que Cyril n'a pas eu envie d'appeler guide. Donc voilà, de retour d'expérience, capitalisation de cette recherche-action de ces derniers mois, fondée notamment sur l'expérience avec Actis, avec Voisin Malin, mais avec d'autres aussi. Donc on n'hésitera pas, par le biais de Racine, on a vos contacts, à vous partager ça pour que vous puissiez le découvrir et puis le diffuser dans vos écosystèmes très largement. Thomas, est-ce que tu veux prendre une minute Ouais, merci, je peux faire court. Et bonjour à toutes et tous, je suis Thomas, je copilote avec Sarah cette initiative Racine depuis 2 ans. Un petit mot en ouverture de ce cycle de webinaire qui se termine aujourd'hui pour vous partager une réflexion qu'on a en ce moment. On sent un appétit de beaucoup d'organisations du secteur philanthropique pour aller un cran plus loin sur ces questions-là. Et donc, c'est encore très embryonnaire, mais on envisage la création d'une forme de parcours apprenant à destination plutôt d'un petit nombre d'organisations du monde philanthropique qui voudraient faire un pas de côté, aller un peu plus loin sur ces sujets, se questionner en profondeur, explorer aussi aux côtés d'autres collectivement comment transformer ces façons de penser, ces pratiques. On imagine ça autour de 4 à 6 journées étalées sur 9 mois à partir de septembre prochain. On affine encore les contours de ce potentiel parcours apprenant, mais je pose l'intention ici et je la partage même si c'est encore très tôt pour que celles et ceux chez qui ça résonnerait déjà ou qui auraient envie d'explorer cette idée avec nous, c'est une invitation à ce que vous nous fassiez signe. Si jamais embarquer dans un parcours comme celui-là est quelque chose qui vous ferait envie, et voilà, sachez qu'on est en train en ce moment d'en dessiner les contours et on serait ravis de le faire avec les personnes qui potentiellement seraient intéressées par participer à une telle aventure. Donc, je voulais juste mettre ça au centre comme une simple invitation. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Et c'est l'occasion aussi de se dire bonne fin d'année, parce qu'on ne se reverra pas avant l'année prochaine. Et on espère, on n'a pas encore planifié de prochain webinar, mais on espère bien sûr que sur 2023, il y en aura d'autres pour approfondir d'autres sujets. Il y a plein de sous-sujets, comme la mesure d'impact que vous nous avez mentionné, les questions de relations, les questions de pouvoir dans ces relations, etc. Donc, on a envie de poursuivre et voilà, donc pas de rendez-vous précis, mais une envie de vous revoir effectivement en 2023. Donc, belle fin d'année à toutes et tous et à très bientôt en tout cas.